Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelés SaaS, applications web ou mobiles, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Partageons chaque semaine trucs, astuces et histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je discute avec Alexandre Jalbert de l'histoire de Devar et Mediavar, qui est le président et fondateur de ces deux organisations. On aura la chance, entre autres, de parler d'une transition de service vers du développement de produits et du développement de plusieurs produits en parallèle à la fois. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Alexandre Jalbert, fondateur et président de Mediavar et Devar, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va super bien. Merci beaucoup à toi, Joe, pour l'invitation à ton podcast. C'est un plaisir de te recevoir. Une belle histoire du Québec qu'on a bien hâte d'entendre aujourd'hui. On saute dans le vif du sujet. Alex, explique-nous premièrement qu'est-ce que c'est Mediavar et qu'est-ce que c'est Devar. Puis après ça, on rentre un petit peu avec l'histoire, l'évolution à travers le temps là, de tes organisations. Là. Oui, avec plaisir. En fait, Mediavar, c'est une boîte de développement web qu'on a fondée, mon associé Steve et moi, en 2014. Donc, on est spécialisé dans des plateformes web spécialement transactionnelles ou en fin de compte des plateformes, des portails clients, des portails employés un petit peu plus complexes qu'on connecte à des outils de gestion, des ERP ou d'autres systèmes. Et puis Devar, c'est le produit, la plateforme SaaS qu'on a développée au courant des 5 dernières années, qui nous permet maintenant là, d'accomplir ces projets-là finalement. Donc, on développe dans Mediavar des projets sur Devar. On utilise exclusivement cette technologie-là maintenant. Donc, en fait, c'est ça. C'est le produit qu'on a développé Devar à travers tout ça. Donc, un bel exemple de transition d'une entreprise de service, d'aller chercher une problématique au marché puis de transférer vers le produit là, que vous êtes en train de faire. Est-ce que les deux entreprises existent encore aujourd'hui là, pour le bénéfice de notre auditoire, là. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Les deux entreprises existent toujours. Puis, en fait, même, on a des nouveaux produits qui se développent actuellement, là, dont Planivar, qui est un nouveau produit qu'on lance. Donc, je pourrais te reparler un petit peu plus tard. Mais Mediavar, à la base, a voulu être vraiment plus une boîte de développement web au sens large, en mode service. Puis, on développait avec plusieurs technologies. Donc, du open source, d'autres plateformes SaaS. On a fait plein de types de projets. Certains qui ont été incroyables, certains qui ont été un peu plus caroteux. Puis, en fin de compte, à travers ce parcours-là, je dirais de 2014 à 2017, où on développait des plateformes transactionnelles, encore là, ce type de projet-là, on s'est rendu compte qu'on avait des pains, des irritants avec des plateformes qui étaient en open source, parce que, il y avait des difficultés à tenir les sites à jour, avec les millions de plugins qu'on avait customisés, tout ça pour nos clients. Fait que ça devenait painful pour avoir des coûts de maintenance qui faisaient du sens pour les clients, puis assurer justement une stabilité des plateformes. Puis de l'autre côté, quand on a fait des projets plus qu'on a testé avec des plateformes qui étaient SaaS, à ce moment-là, on était souvent pris dans une boîte, dans un canevas qui nous permettait pas de faire tout ce qu'on veut. C'est un peu de là qu'est née l'idée de travailler sur Devar. L'idée un peu folle de développer un autre CMS, une autre e-commerce platform, alors que les géants de ce monde sont déjà bien implantés. Puis je dirais en 2015, ça a commencé à germer, puis c'est vraiment en 2017 là, que ça s'est concrétisé, ce projet-là. Donc, je suis curieux. Pour les gens qui nous écoutent, il y en a probablement qui se disent qu'ils veulent développer un certain produit, mais qu'il existe déjà des choses au marché. Est-ce que ça a été un petit peu la réflexion que vous êtes dit aussi, il existe des solutions déjà au marché, est-ce qu'on développe la nôtre, est-ce qu'on va tomber en conflit avec des trop grands dans le marché? Comment ça s'est passé, cette réflexion-là là, dans les années de 2015 en montant? Là? Ouais, en fin de compte, ce
qui nous intéressait le plus, nous, dans les projets au niveau du e-commerce, c'était de faire des projets où on allait justement s'intégrer aux opérations. Donc, on n'était pas une boîte marketing, agence, où on fait des super projets créatifs cool. On voulait plus être dans « faut que ça marche », on connecte tel inventaire avec tel élément, on connecte tel système, tel CRM. Fait qu'on voulait dire, on va se positionner comme une plateforme e-commerce intégrée ERP avec des modules ERP, mais où vraiment on est axé sur l'automatisation de processus. C'était ça notre focus. Là où on a fait peut-être des erreurs par rapport à notre au départ, c'est qu'on a visé trop large. Là. On aurait dû cibler un secteur, une industrie, un marché un petit peu plus précis que ça on a fait plus tard. Mais à la base, c'était ça notre angle. Puis on voyait, comme je disais, des problématiques avec les plateformes qu'on avait déjà essayé de travailler avec. Fait qu'on est parti de cette prémisse-là. Puis en 2017, on a eu un gros mandat. On a eu un client qui nous est arrivé avec un projet de près de 350 000 pour bâtir une plateforme d'e-commerce vraiment complexe. Puis on s'est dit, c'est une occasion de développer quelque chose custom pour ce client-là, mais de bâtir un SaaS en même temps qu'on va pouvoir utiliser. Puis le client était à l'aise avec ça, qu'on utilise un peu son projet pour bâtir ça en même temps. Fait que ça nous a donné un peu la façon de le développer bootstrap, de faire une première itération de ça. Puis finalement, après cette année-là où on a développé ce projet-là, on s'est rendu compte, OK, pour développer la plateforme qu'on veut vraiment SaaS, ça va en prendre pas mal plus. T'sais. Fait que là, on a dit, c'est quoi les options? T'sais? Est-ce qu'on continue à en vendre, développer ça à vitesse super lente, bootstrap à travers des projets clients, ou est-ce qu'on va chercher du financement, puis là, on donne un coup en développement? Fait que c'est le choix, un peu la croisée des chemins qu'on a eu à ce moment-là. Fait que vous avez fait une première ronde de financement en 2017, je pense, sous forme de prêt pour aller chercher un peu de capital pour accélérer le développement de ce produit-là, c'est bien ça? Oui, exactement. En fait, on voulait pas diluer l'entreprise à ce moment-là, en donnant des shares nécessairement. On aurait pu le faire, mais c'était pas nécessairement la langue dans laquelle on voulait aller. Puis avec Mediavore, on avait suffisamment de revenus pour dire, OK, on est capable de backer, aller chercher un financement, puis faire un bon business case, un bon plan d'affaires, puis aller vers les banques. Fait qu'on a été chercher 3 partenaires financiers, là, donc PDC, la Ville de Laval, puis Flaction, qui est une division de fonds d'action pour nous backer. C'était 550 000, qui était l'équivalent d'un pre-seed, si on veut, là, en termes de financement. Puis bon, encore là, tout est arrivé plus long. Ça a pris plus de temps à ce que tout se déboule que ce qu'on avait prévu. Fait que ça a changé nos plans de développement, de pivoter, puis faire des changements dans notre roadmap 1001 fois. Puis en même temps, on devait continuer à vendre des projets clients qui nous permettent de continuer à développer des nouveaux features puis avancer. Mais ça a été toute une aventure, ça, de 2017, je dirais, à 2019, là, où on a continué beaucoup à bâtir un produit pour qu'il soit, je dirais, assez solide pour le commercialiser à plus grande échelle, avec des ressources financières qui étaient somme toute pas énormes, dans le sens que on s'attend à 550 000 versus les millions qui sont injectés dans d'autres plateformes CMS ou e-commerce. On a fait des miracles avec ce qu'on avait. On parlait de ronde de financement équivalent à seed. Pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à vous référer à l'épisode numéro 14 où Jean-Christophe Dubé nous parle de comment il a levé $1 million là, avec des anges. On explique toutes les différentes étapes de ronde de financement. Super intéressant. On vous invite à vous rendre à l'épisode 14. Alex, une question pour toi que probablement tout le monde a. Là. Au départ, là, vous êtes dit, on va prendre ce qu'on a développé pour un client qui nous a demandé quelque chose de custom, on en fait un produit. La première des choses, au niveau de la propriété intellectuelle, comment vous avez fait pour réussir à négocier avec ce client-là pour dire qu'on peut réutiliser ce contenu-là pour en faire une entreprise en soi ou un produit qu'on va commercialiser? En fait, l'angle qu'on a amené à ce client-là, c'était principalement du fait que, comme il allait être le client qui allait nous aider à le bâtir, premièrement, il allait avoir un produit qui était quand même un petit peu plus adapté à ses besoins au départ, qu'on allait bâtir dans une vision de produit globale pour servir plusieurs gens, mais quand même qu'il allait pouvoir participer au développement de ce produit-là. Et l'autre élément, c'est que on lui a présenté le plan d'affaires, notre vision, on a dit, à travers ce projet-là, on va être capable de t'offrir aussi une maintenance, un produit qui évolue constamment avec des nouveaux features. Donc, tu ne seras pas pris avec une plateforme custom figée dans le temps. Nous, on va te permettre de dire, OK, les nouveaux avancements, on va les développer à travers d'autres projets clients, puis à travers justement la croissance de cette plateforme-là qui va être organique over the years. Fait que c'est ça que le client a apprécié. Puis lui, c'était pas sa volonté nécessairement de développer un produit technologique dont il allait justement avoir à s'occuper. Il aimait beaucoup l'idée d'avoir quelque chose SaaS. C'est juste que ses besoins étaient tellement custom que fallait trouver une façon de bâtir un SaaS custom pour lui finalement. Là. Donc, initialement,
un coût de développement 300 000, 400 000. Là, vous avez levé des rondes de financement par après. La question qui tue, là, entre le montant initial, vous pensez que ça aurait coûté à développer, puis là, où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui? On parle d'un multiplicateur de combien à peu près, là? Ça doit être assez impressionnant, la différence entre le produit initial puis le développement aujourd'hui, là. Ah ouais, ben j'ai pas le montant exact, mais je peux dire que c'est beaucoup plus là, un multiplicateur. Tu sais, ça a dû coûter au moins 4-5 fois plus. Puis tu sais, on a fait tout ce qu'il fallait encore là pour que, au-delà du financement qu'on était chercher, on puisse développer à travers des projets clients, des features SaaS, puis de le faire comme si on l'avait fait 100% bootstrap, là, mais on n'a pas le choix d'aller chercher un petit leverage au début, mais on a continué à le faire, de développer ces solutions-là, ou ces modules-là à travers d'autres projets clients à chaque année, puis on le fait encore en ce moment, là, qu'on a des nouveaux projets qui sont intéressants, ou des trucs qui peuvent intéresser plusieurs clients. Puis encore plus maintenant qu'on a focusé sur certaines industries. Tu sais, maintenant, là, je vais finir de répondre à tes questions, puis je vais sauter à l'industrie après, là. Ben, en fin de compte, ça a pris beaucoup plus de temps. Puis, tu sais, il a fallu aussi aller regarder au niveau des aides financières, des autres crédits d'impôt, subventions et tout ça qu'on pouvait avoir pour continuer à développer puis nous aider. Ou soit on pouvait avoir ces aides-là pour nous, ou on pouvait les avoir pour nos clients. Ça aussi, ça nous a aidé à pouvoir continuer à développer le produit en même temps. Et là, vous avez fait d'autres rondes de financement à travers le temps ou en équité, je pense, un petit peu plus tard? Ben oui, si on garde ce focus-là, en fin de compte, le produit a évolué. Justement, comme je parlais de 2017 à 2019, à partir de 2020, ben, il y a eu la pandémie que tout le monde a bien vécu. Ça a été un changement radical à plein de niveaux. 100% télétravail pour toute l'équipe. Il y a eu des opportunités de projet aussi, d'autres opportunités dont, puis je vais y arriver à ta question de financement parce que tout est lié à ça. Il y a eu d'autres opportunités de développer des solutions, entre autres, avec Desjardins. Avec le complexe Desjardins, on nous a demandé de travailler sur une plateforme de marketplace super innovatrice pour un concept de centre d'achat virtuel où on allait pouvoir faire des transactions auprès de plusieurs commerçants, se faire livrer en 2-3 heures, un peu ramener l'achat local, le store to customer. Fait qu'on a travaillé avec Desjardins sur ce projet-là, qu'on voulait développer ce produit-là puis aller le vendre à tous les centres commerciaux à travers le monde finalement, parce que c'était super innovateur. C'était le premier au Canada qui faisait ça. Puis bon. Puis along the road, il y a eu vraiment beaucoup de défis là, parce que c'était pas le sales pitch au centre commercial qui était le plus haut, c'était le sales pitch aux détaillants pour qu'eux embarquent, nous donnent l'accès à leur liste de produits, leur inventaire et tout. Fait que Desjardins a eu confiance en nous, puis nous, avec Desjardins Capital, on est allé faire une demande pour une autre ronde de financement qui était 1 million mais en débentures convertibles. Dans le fond, c'est un prêt, mais qui est convertible potentiellement en équité. Donc, c'est pas de l'équité à 100%, c'est vraiment une option de conversion d'équité. Donc, c'est encore un prêt. À ce moment-là, les taux étaient meilleurs aussi qu'ils sont en ce moment, même s'ils sont toujours chers en prêt, là. Mais ça a été le choix qu'on a fait d'aller vers là. Mais là, c'était vraiment un prêt dans un concept de commercialisation. On n'était plus en mode c'est de l'argent pour développer le produit, c'est de l'argent pour développer de la nouvelle business des clients. Donc, travailler le marketing, engager des gens en marketing, faire du inbound. Donc, faire des campagnes publicitaires, être présent sur le terrain. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de ce montant-là. Et à la base, tu es plus un gars de commercialisation, marketing que de développement. Parce que là, on parle de ligne de code depuis tantôt, de développer le produit, mais je pense que tu as des skills assez poussés. Marketing, commercialisation, c'est bien ça? Ouais, ben de mon côté, j'ai travaillé plus j'ai étudié plus en management, puis en marketing, puis j'ai eu beaucoup plus d'emplois en développement des affaires, là, où j'ai travaillé dans différentes petites et grandes entreprises. Donc oui, mon dada à moi, c'est plus le développement des affaires, le marketing, développer des partnerships. Puis tu sais, moi, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est vraiment développer ces types de partenariats-là au travers des années pour que les gens connaissent le produit. C'était le canal d'acquisition le plus intéressant pour nous à travers les années. Mais je dirais que le marketing a longtemps été difficile parce qu'on cherchait un peu à travers ce produit-là. On voulait être différent, mais en même temps se battre contre les grands joueurs dont tu parlais tantôt. Donc, on a eu beaucoup de changements dans l'angle exactement du produit, ce qui a rendu ça assez difficile au niveau du marketing aussi puis des ventes, là. Donc, je pense que après 4-5 ans du développement du produit, c'est comme en ce moment, là, depuis 1 an, là, vraiment où c'est clair, puis qu'on a un market fit, puis qu'on sent que là, ça mord avec une clientèle précise, puis un produit précis. Fait que ça a pris vraiment du temps. Puis tu vois, à ce jour, j'en parlais tantôt, le e-commerce qu'on propose, c'est davantage du e-commerce B2B, B2C pour du manufacturier ou des distributeurs.
plutôt que de dire on est at large pour un peu tout le monde. Là, on est vraiment ciblé, puis on intègre des ERP précis. Donc, on s'est vraiment spécialisé à ce niveau-là dans l'e-com. Et c'est intéressant ce que tu dis, Alex, parce qu'il y a toujours dans le développement de produits une phase exploratoire, à savoir où est notre marché, comment qu'on va se positionner. Il y a souvent des grands joueurs qui apparaissent en cours de route dans l'industrie, même si on était tout seul au début, ou des fois on rentre puis il y a déjà des grands joueurs qui sont là, mais comment on réussit à se différencier? Mais c'est toujours une phase d'incertitude pour l'équipe. C'est souvent pas évident de savoir, bon, on focus sur quelle persona, quelle fonctionnalité qu'on va mettre de l'avant. Comment vous avez réussi à passer à travers? Premièrement, comment ça s'est passé, cette phase-là? Puis là, ce que j'entends, c'est sur le produit, entre autres, qui était développé avec Desjardins, que vous êtes plus vraiment bien précis sur votre persona, puis que vous êtes vraiment en phase peut-être de scale ou de commercialisation. Est-ce que ça a été chaotique, cette phase-là exploratoire-là? Puis comment vous avez réussi là, à mettre des bons mécanismes en place pour tester, mais vous rendre à où vous êtes aujourd'hui? Oui, en fait, effectivement, ça a été assez... il y a eu beaucoup de virages à ce moment-là. Puis je dirais qu'au départ, notre angle au niveau marketing, puis au niveau de la vente du produit était assez large, en mode e-commerce, puis tout ça. Donc, ça a pris du temps avant qu'on raffine nos personas, puis qu'on raffine notre clientèle cible. Puis ça, c'est définitivement une erreur là, qu'on a fait. Là. Donc, je pense que si on l'avait fait plus tôt, probablement qu'on aurait été chercher moins de mandats, mais on aurait été chercher des mandats plus précis, été capable de bâtir un secteur, un marché, puis après ça, aller scaler vers d'autres secteurs. Ce qui est plus logique après avoir revu tout ça là, d'un point de vue un petit peu plus quand on regarde la forêt plutôt que d'être collé sur l'arbre. Mais la réalité, c'est qu'on l'a visé plus large. On est allé prendre des mandats qui étaient un petit peu moins focus. On a écouté des clients qui voulaient qu'on développe des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû développer nécessairement. Ça, c'est drôle parce que j'ai entendu, je pense, dans un autre de tes podcasts, quelqu'un d'évolution qui expliquait justement que les gens lui demandaient des fois, puis disaient non, on les ramenait vers ce qu'on veut vraiment développer. Et nous, on a dit oui des fois à des choses comme ça qu'on n'aurait pas dû faire, ce qu'on fait plus maintenant. Puis la réalité, c'est que ça nous a ralenti. Ça nous a ralenti dans le développement parce que on a développé des choses qui étaient plus autant SaaS qu'on l'aurait voulu, puisqu'il y avait des petits bouts custom qu'on faisait pour certains clients qui avaient des demandes plus capricieuses. Puis on les aime, ces clients-là, pas parce qu'ils sont capricieux, on les aime pas, mais on voulait leur faire plaisir. Puis sinon, de l'autre côté, ça nous a pas aidé non plus dans le pitch de vente et au marketing parce que on n'était pas capable de dire si notre produit il fait ça, puis c'est exactement ça qu'il fait, puis c'est ça notre roadmap exactement sur les 6 prochains mois, parce qu'on était tout le temps en train de s'adapter à différents moments de clients. Fait que la réalité, c'est comment ça s'est passé concrètement, c'est qu'à force de tâter puis d'essayer des trucs plus larges, il y a des choses qui ont mordu, il y a des choses qu'on a fait comme OK, ça le monde, ils ont vraiment un wow, tu sais, comme j'expliquais, des manufacturiers, on a proposé du e-commerce intégré avec la formation en ligne pour leurs clients, pour la maintenance de leurs produits. Après ça, on vend des pièces de rechange, tout ça est connecté à leur ERP. Les gens, ils sont comme wow, c'est carré, c'est exactement ça qu'on cherche depuis des années. Puis là, le fit est parfait avec eux. Mais avant ça, on a eu bien des clients qu'on a dû se battre dans des appels d'offres ou des projets où on était en compétition contre des gros joueurs en e-com qui avaient d'autres avantages sur nous, évidemment, puisqu'ils étaient plus matures. Donc, ça revient toujours à comment on peut créer de la valeur pour nos clients ou les utilisateurs de la solution. Puis c'est un peu ce que vous avez fait, entre autres, pour le commerce électronique, de dire qu'on va aller un petit peu plus loin que tous les autres sur quelque chose de précis. Et ça apporte de la valeur. Et là, le client, à ce moment-là, est prêt à payer puis d'aller de l'avant avec nous. Là. C'est un peu le processus que vous avez fait de découverte et vous êtes tombé là-dessus en cours de route. Oui, exactement. C'est bien résumé. Merci. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Puis on a découvert ce qu'on donnait le plus de valeur. Puis aussi, on est capable de dire, on connaît votre industrie, on sait comment ça marche chez vous. Fait que, l'expérience, la connaissance du marché aussi aide dans la façon de faire les choses, dans la façon de leur parler et tout. Donc ça, je dirais que ça a été ce qui nous a le plus servi dans les dernières 2 années, je dirais, là, pour trouver notre vrai market fit pour ce produit-là d'e-commerce, du moins. Et là, aujourd'hui, à quoi ressemble un peu l'organisation? Parce que là, il reste une branche de services. Vous avez, de ce que j'entends, 2 produits. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont en exploration ou développement? À quoi ressemble un peu l'ensemble de l'organisation? Oui, en fait, Mediavore est toujours la structure là, opérante là, où le staff est en tant que tel. Donc, on a quelques stages actuellement, donc une vingtaine actuellement dans l'entreprise. On développe Devore en continu, qui est notre plateforme avec le e-commerce puis le e-learning, où on cible, comme j'expliquais, les manufacturiers, les distributeurs. L'an dernier, on a travaillé sur un produit qui s'appelle Planivore, qui est un outil de suivi des plans stratégiques.
Donc ça, c'est un produit qui a été développé par hasard. C'est un client, un cégep qui est venu nous voir, qui nous dit « Je veux un outil pour faire le suivi de mes plans stratégiques, c'est un irritant pour nous, c'est compliqué, la reddition de compte, blablabla, donc on a de la misère. » Puis un peu comme l'autre client nous dit « On veut le bâtir en SaaS, mais on veut pas la propriété intellectuelle, faites-en un produit, on vous dit ça va se vendre. » Je pense que c'est beau. Un client qui veut un beau produit poli, tu sais, bien léché, fait qu'il me dit « Fais-le en SaaS juste pour qu'on lui donne toute la gomme. » Fait que je dis, on va le faire, mais je vais me garder une petite méfiance, je vais valider le market. Tu sais, cette fois-ci, on a pris des erreurs du passé. Fait que on le teste avec ce cégep-là, on le livre finalement dans les coûts, le client est hyper content. La solution est assez simple, elle fait ce qu'il faut faire. Tu sais, c'est pas un produit qui a 1 million de features, mais il est très fonctionnel. La courbe d'apprentissage est rapide pour l'apprendre. Fait qu'on leur livre, puis 2 semaines après, il y a un autre cégep, ça c'était le collège Annecy. 2 semaines après, il y a le collège Bois de Boulogne qui nous appelle, il dit hey, « On a vu ce que vous avez fait pour tel collège, on le veut. » On sait. OK. Puis après ça, il y a quelqu'un qui dit « Viens me présenter à tous les cégeps. Là, on a un colloque d'informaticiens là, de cégep. » Je suis comme « OK, problème. » Je reviens de là avec un carnet de commandes de 4-5 autres cégeps qui le veulent. Fait que finalement, on travaille avec ces cégeps-là, on se rend compte que c'est intéressant. Là, je parle avec des gens qui font de la planif stratégique. Puis là, ils me disent, c'est pas juste les cégeps. Là. Moi, j'ai besoin de ça dans les villes. Tout l'institutionnel, les villes, les CIS, les SUS, toutes les structures organisationnelles qui sont plus institutionnelles. Puis, il y a d'autres gens de planif stratégique qui disent, si tu fais juste ces 2 changements-là qui sont bien simples, toutes les PME ont besoin de ça aussi, parce qu'ils font la planif stratégique. Fait que finalement, on se retrouve avec un produit où il plaît énormément par sa simplicité, pour ce qu'il fait. Puis actuellement, on l'a tout, je dirais, bâti en SaaS. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de finir le tour, les tours guidés, puis de rendre l'accès pour que les gens puissent payer en ligne, puis s'abonner avec le free trial, vraiment un 100% self-serve. Ça va être la première fois qu'on fait ça, là, vraiment d'avoir un produit qui est en libre service, essai gratuit, puis tout ça. Ça va être un nouveau challenge pour nous, mais c'est vraiment excitant parce que comme je dis, le produit, à date, la validation du marché n'a jamais été aussi forte là, dans ce qu'on a développé avant. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Et c'est intéressant parce que le marché que vous attaquez, généralement, les cycles de vente, ce qu'on entend, c'est extrêmement long et difficile. Là, s'il y a des cégeps, des universités ou des écoles, puis des villes qui disent « Go, je veux y aller de l'avant », souvent, ça prend des 2, 3, 4, 5 ans avant d'avoir un go ou un bon de commande officiel. Là, vous semblez probablement répondre à un besoin extrêmement important pour qu'ils puissent aller rapidement de l'avant puis pouvoir implanter ça. Fait que bravo, c'est souvent l'endroit où il y a un bon potentiel de croître puis d'avancer. Puis c'est une belle validation de marché rapide que vous avez réussi à faire, là. Ouais, je pense que c'est juste le bon. C'est une question de plusieurs éléments dans la recette. Là. Il y a une question de pricing pour entrer plus rapidement. Il y a une question de parler au bon interlocuteur aussi, parce que l'utilisateur de la plateforme, c'est le décideur. C'est le conseil d'administration qui va l'utiliser, qui en a besoin. Donc ça permet des fois de faciliter cette prise de décision-là. Mais oui, ça, je suis vraiment content de ce produit-là. Puis après ça, si on revient à la structure que tu me parlais, donc Mediavart, Devart pour les e-com, Planivart qu'on est en train de lancer. Là, actuellement, ce qu'on fait, je dirais, à côté, c'est qu'on a lancé en début d'année Devart AI puis Devart Lab. Devart AI, c'est simplement un petit chantier qu'on part pour faire des tests avec l'intelligence artificielle. Donc, tout le monde parle de ChatGPT. On a déjà fait nos tests aussi, connecter les API à l'arrière pour faire des applications dans nos produits. Mais on fait d'autres tests aussi liés à nos produits ou simplement en mode exploration. Et Devart Lab, c'est vraiment les projets qu'on travaille plus exploratoires dans Devart qu'on met de l'avant. Parce qu'on a travaillé tellement de choses. On s'est rendu compte durant les dernières années, avec des clients, on a commencé des projets, on a testé des choses, puis on les a jamais mis de l'avant. Fait que là, juste de les communiquer dans un blog où on va mettre ce lab-là, puis de dire on a fait ça, on a testé ça, on partage des connaissances qu'on a pour la communauté, puis 2, il y a peut-être du monde qui vont dire hey, ça, c'est cool, j'en aurais besoin, vous l'avez déjà fait? Oui, on l'a fait, on l'a juste comme mis sa tablette en arrière,
là, on peut le ressortir si tu veux. Puis le projet tu me parlais tantôt des centres commerciaux avec le complexe Desjardins. La réalité, c'est que ce produit-là, il est sur la tablette en arrière. Parce qu'on l'a tout développé. Ça a été tellement dur pour les centres commerciaux de le vendre aux détaillants que ça a été mis un peu sur la glace. Puis c'était la pandémie, fait que les gros de ce monde dans l'immobilier, Communard s'est fait racheter par le groupe Mac, Evanwick Cambridge licencié je sais pas combien de leurs employés, s'est restructuré, Oxford, que le 10-30 aussi, a eu des gros changements. Fait qu'il y a eu tellement de changements qu'on l'a tous ceux à qui on faisait des pitchs, ils ont comme fait OK, on va attendre, là, on prend pas des risques finalement en ce moment. Fait que ce produit-là, on avait une super belle vélocité, on était les premiers, le marché l'a comme pas adopté, puis les détaillants étaient sur la défensive, ils disaient non, nous on vend juste notre e-commerce, on veut pas aller sur les marketplaces, puis si on y va, ça va être juste Amazon ou whatever, mais pour l'instant, on veut le vendre sur nos sites. Fait que c'est ça. Ça a été quelque chose qui était un peu plus dur. Est-ce que on pourrait dire que ce produit-là avait entre autres le fameux problème du double ou triple client? Là, fallait que vous convainquiez la compagnie qui avait l'ensemble du centre d'achat. Après ça, fallait convaincre les commerçants. Puis après ça, fallait trouver des gens qui allaient utiliser la plateforme pour acheter. Donc là, on a 3 personas à satisfaire. Moindrement qu'il y en a un qui n'accepte pas d'y aller de l'avant, ça fonctionne pas, là. Fait que je pense que c'est un peu cette problématique-là qu'il y avait dans ce produit-là. Ouais, totalement. Du côté du consommateur, vraiment, c'était compliqué de concevoir qu'on allait acheter auprès d'un centre commercial, parce que c'est pas un concept que les gens sont habitués. Pour eux, c'était d'acheter auprès du détaillant, pas du centre commercial. Une fois qu'ils avaient compris, par exemple, le consommateur était vraiment, vraiment intéressé. Du point de vue du détaillant, comme je disais, c'est ça, il y avait un côté plus protection. On a investi beaucoup dans notre propre e-commerce. Pourquoi on irait vendre ailleurs? Puis on veut pas on veut gérer la logistique à travers notre warehouse. On veut pas que ce soit du store to customer. Il y avait tout ce concept-là. Surtout pour les gros détaillants. Parce que les petits indépendants, ils trouvaient ça cool. Des fois, il n'y avait même pas d'e-commerce, puis ça leur donnait une possibilité de vendre en ligne. Mais les grosses bannières, c'était plus compliqué. Puis au niveau vraiment des propriétaires immobiliers, comme je dis, Desjardins a été game, ils se sont lancés, ils ont vraiment mis toute la gomme pour le faire. Mais ça a été plus à cause des autres volets que ça a moins fonctionné. Puis les autres, c'est ça. S'il y en a un qui avait décollé autant, probablement que les autres seraient venus. Mais tout le contexte a rendu ça un petit peu difficile. Puis ta vision de vente des produits que vous avez présentement, est-ce que c'est plus une vision québécoise, canadienne, internationale? C'est quoi l'état des lieux présentement puis ta vision en avant de nous? Ouais, en fin de compte, actuellement, on a beaucoup plus de clients au Québec. Ça a été de façon plus naturelle puis organique à travers des références et tout. On a quelques clients au Canada, quelques clients aux États-Unis, mais c'est somme toute plus marginal. Actuellement, on a vraiment une vision, oui, d'étendre notre portée un peu partout, je dirais en Amérique principalement, puis peut-être en Europe pour la suite, mais on va y aller étape par étape. On vise plus le marché en ce moment du Sud que le marché de l'Ouest canadien, pour plusieurs raisons. Là, dans le volet e-commerce, pour les manufacturiers, par exemple, on a des alliances avec des partenaires technologiques qui nous permettent d'aller sur le marché, parler avec des clients. C'est beaucoup ça la stratégie qu'on a dans le volet e-com. C'est dur de rentrer dans les projets e-com juste comme ça, sans se faire présenter, sans avoir un contexte. Fait, en travaillant avec des ERP, en s'arrimant, en faisant des intégrations avec des ERP, on permet de se positionner. Dans Planivore, là, vu que c'est avec du libre-service, je pense qu'avec du bon inbound marketing, avec des bonnes campagnes publicitaires ciblées sur les bons personnages, là, on va pouvoir aller chercher d'autres clients un peu partout à travers le Canada et les États-Unis de façon un petit peu plus sans faire de la vente directe. C'est un peu plus avec du inbound puis du ad. Puis parlons marketing pour les gens qui nous écoutent, c'est souvent le plus gros problème, là, la phase exploratoire, puis d'aller trouver les bons canaux d'acquisition de clients. Est-ce que tu as des bonnes pratiques que vous avez développées à travers le temps ou des conseils ou des petites choses que vous avez faites? Ça nous a vraiment aidé là, à aller chercher notre product market fit puis de réussir à décoller. Là. Ouais, en fait, la meilleure chose qui nous a aidé, c'est vraiment de travailler un réseau de partenaires. Donc, des partenaires qui soient des resellers ou des revendeurs. Je sais que c'est une technique justement de growth hacking qui est des fois employée là, de travailler ça, mais le fameux affiliate program nous a aidé à aller chercher des clients qu'on n'aurait jamais eu si ça n'avait pas été référé par quelqu'un qui avait une grande notoriété. Fait que ça pouvait être des agences de marketing qui avaient accès à ces clients-là, ça pouvait être justement des technologies ERP qui étaient intégrées dans une entreprise qui avait beaucoup de crédibilité, qui nous ont dit « Hey, regarde Dévore, ça vaut la peine de comparer avec les autres. » Puis là, ça nous a vraiment ouvert la porte à des plus gros clients. Puis plus tu as des plus gros clients, évidemment, plus les business cases, après ça, aident à aller en chercher d'autres. Fait que ça, c'est l'élément principal qui nous a aidé. Puis dans la stratégie de Planivore, on fait la même chose. On travaille avec des gens qui font de la planning stratégique, qui puissent
démocratiser l'accès à cet outil-là, le faire connaître à des gens. Fait que ça, vraiment, c'est notre premier pilier. Puis, je dirais l'autre qu'on a trop longtemps négligé, mais que là, on met les bouchées doubles et triples, c'est vraiment le inbound. Là, depuis un an et demi, c'est de créer du contenu, que ce soit autant des articles de blog, que ce soit des réalisations, des études de cas, des e-books. Là, on ouvre vraiment les vases là-dessus parce que ça donnait beaucoup de résultats. C'est juste qu'on l'a fait trop tard. Parce que ça prend du temps pour que cette bébête-là fonctionne, le fameux inbound, c'est un cycle. Là. Fait que ça, je dirais, attendez pas. Si j'ai un conseil à donner, là, commencez à créer du contenu, commencez à faire du inbound jour 1. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que je te dirais tout le monde qu'on interviewe ici sur le podcast qui est à succès, c'est toujours le même truc qui revient par rapport au SEO, à l'inbound, à la génération de contenu à valeur ajoutée. Tout le monde est wow, ça fonctionne, j'aurais dû le commencer avant, je l'ai commencé trop tard. Mais c'est la fameuse phase là, de 12 à 18 mois qu'on met des efforts puis on récolte rien, puis on se dit là il nous reste un montant X de dollars de disponible pour réussir à arriver à succès. Là, il y a pas de résultat direct. C'est cette fameuse fenêtre de brouillard-là, souvent de 12 à 18 mois, qui fait que les gens n'empruntent peut-être pas cette voie-là tout de suite, mais vous êtes plusieurs à date. Je suis content de l'entendre aussi de toi directement que c'est un très bon canal d'acquisition de clients à succès, puis que tu recommandes aux gens peut-être de commencer un petit peu plus tôt à travers tout ça. Là. Ouais, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dire aussi, hein, parce que c'est sûr, si tu es encore en train de te chercher dans le produit, tu risques de faire du contenu qui finalement n'est pas adressé à ton bon persona, ton bon market fit. Fait que je te dis, on aurait dû le faire plus tôt, mais on n'aurait pas pu le faire plus tôt. Puis probablement ce qu'on aurait fait n'aurait pas été aligné sur la clientèle qu'on veut maintenant. Fait que je pense que le parcours s'est fait de façon naturelle, puis on veut tous que ça aille plus vite, puis aller à notre résultat le plus rapidement possible. Mais la réalité, c'est que c'est ça. C'est souvent flou pour les gens de l'extérieur qui n'ont pas amené un produit à succès de visualiser comment on doit se structurer au niveau vente, marketing, commercialisation. Ça ressemble à quoi, Alex, chez vous par rapport à l'équipe de marketing? Est-ce que vous êtes plus à l'interne? Est-ce que vous avez des partenaires externes? Est-ce que vous avez des rédacteurs? Comment vous avez structuré cette partie-là? Ben, ça va dépendre de certains moments, dans le fond, dans les différentes années. On essaie beaucoup de choses. Au niveau des ventes, on essaie beaucoup de choses dans le passé, là, pour être franc. On a essayé du télémarketing, on a essayé des ventes internes, plus des profils hunter qui chassent, qui font justement de la vente directe. On a essayé aussi des profils plus inside sales, où on allait upseller nos clients. On a fait plusieurs choses. Puis la réalité, c'est que on s'est rendu compte que les meilleures personnes pour upseller nos clients existants, c'est des bons chargés de projet qui travaillent, qui parlent avec les clients régulièrement. La meilleure personne pour faire du hunting, c'était encore moi. Je dis pas qu'on veut pas bâtir un département des ventes, mais pour l'instant, c'est encore moi. Puis la meilleure façon d'aller chercher un volume de leads, c'est à travers du marketing puis des partenaires. Ça, c'est vraiment ce qu'on a choisi comme structure. Au niveau du marketing, ben, on a 2 personnes à temps plein qui en font. Donc, à l'interne, qui créent du contenu, qui travaillent au niveau des stratégies avec moi pour voir qu'est-ce qu'on fait. Puis, il y a différents piliers, là, la création de contenu, blog, tout ça, le côté newsletter, créer des envois courriels pour nos clients, pour nos partenaires. Il y a le volet aussi médias sociaux, plus présent sur LinkedIn, sur la type de clientèle conjointe, donc c'est vraiment là. Donc, créer encore là ce contenu-là là-dessus. Fait on a beaucoup misé là-dessus. On a fait affaire avec différents fournisseurs pour répondre à ta question, là, pour des fois trouver des angles de communication, pour de la publicité sur Google ou d'autres médias. On a travaillé aussi avec sur LinkedIn avec je connais V3 Stent, là, qui ont une technologie qui fait de l'automatisation sur LinkedIn. Tout ça a été super intéressant pour nous. Belle tech québécoise aussi. Fait qu'on essaie plusieurs choses, mais je dirais que là, on a une recette un petit peu plus solide maintenant, un petit peu plus mature, puis ça fonctionne bien. Et c'est là que la fameuse phase de croissance accélérée débute, puis on réussit à aller au prochain niveau. Est-ce que c'est déjà arrivé, Alex, pendant ton parcours d'entrepreneur, que tu t'es dit, là, c'est trop, que tu étais un soir chez vous en petite boule, en dessous de ta table de cuisine, puis dire, là, ça n'a pas de sens, là. On vit tous un moment comme ça à un moment donné. Est-ce que tu en as eu un là que tu serais prête à nous partager? Là? Bien sûr. Ben en fait, je pense que tout entrepreneur qui a pris des risques va dire qu'il y a déjà eu des moments où il se disait s'il ne pouvait pas faire la prochaine paye ou il y a eu des difficultés à différents niveaux. On a eu ces stress-là aussi de notre côté, surtout en levant du financement puis en développant notre produit, en voulant tout le temps améliorer le produit.
je me souviens d'un moment où j'étais pas chez moi en dessous d'un bureau. En fait, c'est plus romantique comme histoire que ça, parce que j'étais en voyage avec ma belle famille en France, avec ma blonde. Puis en fin de compte, il y a un soir où je suis à distance, je veux pas trop faire sentir justement à ma belle famille puis ma blonde que ça va pas là. Fait que je m'en vais prendre une marche dans des petites rues là, pas loin dans les Alpes. Puis j'appelle mon partner puis j'avais les larmes aux yeux, là, je savais plus quoi faire. Fallait qu'on décide qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on licencie la moitié de l'équipe? Est-ce qu'on étire des fournisseurs? Qu'est-ce qu'on fait? Le cash était juste pas là. Est-ce qu'on se paye plus nous deux pendant un certain nombre de temps? Fait que c'était des grosses décisions. Puis là, je remettais vraiment en question comme, qu'est-ce qu'on a fait de vouloir tout bâtir ce produit-là nous-mêmes au lieu de faire comme toutes les autres puis utiliser les technologies qui existent. C'était vraiment un gros chamboulement. Puis on s'est accroché. J'étais dans les Alpes, fait que j'ai mis mes skis, puis mes bottes, mes skis, puis j'ai continué. Puis on a trouvé des solutions, puis c'est ça, on a été créatifs, puis on a réussi à sortir la tête de l'eau. Mais il y en a eu des moments comme ça. Celui-là, il est marquant parce qu'il est très imagé là, dans ma tête. Là. On a tous un fameux moment comme ça. Merci de ton généreux partage aujourd'hui, parce que je veux que les gens nous comprennent que c'est pas tout beau, tout rose de faire du développement de produits. Il y a tellement de pivots à faire, il y a tellement de moments où on manque de sous pour le faire, que on n'est plus sûr si on est dans la bonne direction. On a parfois le nez tellement collé sur l'arbre que on se demande, on a-tu fait la bonne chose? On a-tu levé le bon prêt? On a-tu un marché réellement au bout de la ligne? Merci du partage. Avec tout le parcours que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, Alexandre, qu'est-ce que si tu avais la chance de retourner en arrière, là, qu'est-ce que tu ferais différent ou qu'est-ce que tu aurais comme conseil à te donner à toi-même? En fait, ce que je ferais, c'est probablement comme j'expliquais un peu tantôt, de faire de tester sur des marchés plus précis. Au lieu de commencer plus large, d'aller vraiment dire, OK, on va essayer de cibler juste une clientèle, un marché plus précis, puis vraiment, vraiment aller se faire connaître dans ce marché-là. Je pense que ça nous a aidé dans certains niveaux, mais ça nous a beaucoup nuit. On a brûlé plus de cash pendant plus longtemps en faisant cette stratégie-là plus large. Ça a été le fun, on a développé plein de features, on a fait plein de choses, mais ça nous a causé quand même beaucoup de stress et de maux de tête. Fait que j'aurais un angle où je serais un petit peu plus focus, un peu plus laser focus sur un produit précis avec des features précis pour commencer. Puis l'autre chose, je miserais beaucoup plus sur le SaaS puis le self-serve parce que je crois énormément à ça, puis tout le concept de bâtir de la récurrence. Maintenant, tu me posais la question un peu le volet service, tout ça, on a peut-être 22%, je pense, là, dans la dernière année qui est du revenu récurrent, mais on a encore beaucoup de services. Puis évidemment, ce volume-là a augmenté énormément maintenant à chaque année, parce qu'on a revu plein de choses dans notre structure de prix, de pricing au niveau des récurrences. C'est ça maintenant notre focus dans notre modèle de pricing. Mais j'aurais intégré ça plus rapidement, de bâtir le plus possible un produit qu'on peut tester en self-serve, même s'il est plus faible en feature, puis de ramener le processus de l'implantation pour ramener quelque chose de plus compliqué. Ça, c'est quelque chose que j'aurais fait autrement. Et as-tu un conseil à ce niveau-là à donner à l'auditoire? Parce que souvent, on a plein de marchés qu'on peut attaquer, plein de personas différents. On dit, OK, on va essayer le persona X. Mais combien de temps qu'on tient cet essai-là? Est-ce que dans ta tête, on l'essaye 30 jours, on l'essaye pendant 6 mois, on l'essaye pendant 90 jours avant de pivoter sur autre chose? As-tu un schéma mental dans ta tête par rapport à ça, peut-être des conseils à donner? Ouais. J'aurais pas nécessairement eu en tête de dire on attaque un seul persona ou on cible un seul persona. C'est correct selon moi d'en cibler 2 ou 3 en même temps. Mais mon point, c'était surtout qu'il soit plus défini, plus précis. Donc, d'avoir vraiment ces personas-là, de dire, OK, c'est vraiment cette clientèle-là qu'on cible, puis on fait un test, on fait des landing pages qui parlent précisément à cette clientèle-là, on fait des articles de blog, on fait des posts qui sont liés vraiment à ça. Puis, je pense que 30 jours, c'est court, là, pour valider. Je pense que, 90 jours, ça a plus de sens pour faire des tests qui ont du sens en marketing. En bas de 3 mois, c'est dur de tirer des conclusions. Mais normalement, à moins qu'il y ait des contextes macro là, qu'on contrôle pas, là, qui sont vraiment en train de chambouler nos tests, normalement, on devrait voir des petits spikes de choses qui intéressent plus les gens au moins, là, si on a bien ciblé notre clientèle. En rafale, est-ce que tu as des gaffes marketing ou de commercialisation que tu as fait, que tu voudrais partager pour que certaines personnes tentent d'éviter ça? En fait, la gaffe technique, c'est vraiment celle que j'ai mentionnée tantôt, de développer des features pour des clients qui n'étaient pas alignés sur ce qu'on voulait faire dans le produit. Maintenant,
quand un client nous arrive, la première chose qu'on fait, c'est de définir un cahier des charges requis sur des features qui seraient à développer, puis de challenger chacun de ces éléments-là. C'est-à-dire, OK, vraiment, est-ce que c'est vraiment ça l'utilité que vous voulez en faire? Est-ce que vous avez pensé à telle chose? Est-ce que ça va être scalable dans le temps, cette feature-là, ou ça va pouvoir se maintenir dans le temps? Puis en faisant ça, maintenant, ça améliore notre développement de produits, puis ça fait des clients plus heureux. Parce que quand on faisait ce qu'il nous disait, finalement, en bout de ligne, il était pas heureux à la fin, parce que ça marchait pas. On avait fait quelque chose qu'eux avaient réfléchi, plutôt quelque chose que nous, on avait bien pensé en mode développement qui était soutenable dans le temps. Fait que ça, je dirais que ça serait la gaffe technique qu'on a fait. Est-ce que tu as des livres, des podcasts, des formations que tu aimerais partager à l'auditoire qui pourraient être pertinents pour le sujet d'aujourd'hui? En fin de compte, il y a le fameux podcast où tu contribues, là, d'hypercroissance que j'écoute régulièrement, là, d'Antoine, ça fait longtemps. Il y a un podcast que j'ai découvert à travers celui-là dont vous aviez parlé dernièrement, qui était How I Built It, que j'ai beaucoup aimé. Évidemment, on est en développement de produits, expliquer des success stories. Ça, je trouve ça super le fun. Sinon, j'écoute aussi le Woman Hive, qui est plus sur l'intelligence artificielle, qui est un autre podcast québécois, qui est intéressant. Fait que ça serait pas mal mes podcasts que j'écoute le plus en ce moment, avec Pivot, évidemment. Puis en fin de compte, dans les livres, il y en a un qui m'a beaucoup aidé dans tout le concept d'inbound marketing, c'est le The Sales Acceleration Formula de Mark Roberge, qui est un peu tout le concept derrière HubSpot finalement là, du inbound marketing, vraiment intéressant en audiobook. Là, je l'ai vraiment passé d'un trait, ça a été super pertinent pour moi. Vraiment intéressant. C'est le moment, si tu veux faire un petit placement de produit, es-tu à la recherche de clients pour un produit en particulier, de staff pour joindre l'équipe? C'est ton petit moment, Alex, on t'écoute. Ouais, en fin de compte, j'ai pas nécessairement un placement de produit en fait, mais je veux juste faire en fin de compte une annonce où on s'est engagé nous chez Mediavore, puis Mediavore à avoir plus d'impact environnemental, plus d'impact social. On a fait le processus pour la démarche B Corp durant les derniers mois, puis on est en attente de la certification, on l'a pas encore, mais ça devrait venir sous peu. Fait que c'est vraiment pour quelque chose qui est important pour nous, pour notre équipe, mais aussi on le voit pour nos clients. Fait qu'on est en train de travailler ça pour que chacun de nos produits puisse avoir de l'impact, puis on va encourager nos fournisseurs à avoir plus d'impact à travers des solutions d'e-commerce plus durables, entre autres, puis des plans stratégiques qui tiennent compte du développement durable aussi. Fait que c'est vraiment ça sur quoi on est en train de travailler fort depuis plusieurs mois. Bien intéressant. On pourra peut-être en reparler dans un futur podcast de la certification B Corp, l'impact, le processus. Je pense que c'est de plus en plus, je dirais pas nécessairement le mot en demande, mais en vogue ou populaire ou intéressant, je pense, pour la société aussi. Un mélange de tout ça au bout de la ligne. Ouais, avec plaisir. Est-ce qu'il y a un autre sujet, Alexandre, que tu aimerais partager à l'auditoire avant qu'on termine pour aujourd'hui? En fin de compte, la seule chose que je peux rajouter, c'est à travers ça, respectez-vous là en termes de c'est dur de faire du développement de produits, respectez-vous l'équilibre famille-travail, l'équilibre d'être capable de se payer un salaire décent, de prendre le week-end off pour passer du temps avec la famille, conjointe, des enfants s'il y en a. De continuer à bouger. Moi, ça m'a sauvé là, de promener mon chien tous les matins puis tout ça. Quand je commençais à stresser dans le cou, pied tendu, de faire prendre soin de moi. Fait que c'est pas mal la seule autre chose. Je pense que c'est important de pas s'oublier à travers ça, là, malgré les grands défis qu'un développement de produit peut nous amener. Et c'est pas évident des fois parce que la machine va vite, puis c'est toujours l'entrepreneur des fois qui va faire le tampon entre la vitesse de la machine puis la capacité de l'équipe. Fait que je te comprends tellement, Alexandre. Probablement énormément de gens qui nous écoutent aujourd'hui comprennent ce que tu mentionnes aujourd'hui. Merci de ta générosité, Alexandre, pour le partage. J'ai noté quelques sujets qu'on pourra peut-être discuter dans d'autres podcasts ensemble. Très intéressant comme histoire. Les gens peuvent te rejoindre, j'imagine, sur LinkedIn s'ils ont des petites questions ou s'ils veulent continuer la discussion. Oui, c'est le meilleur moyen. Je suis super actif sur LinkedIn, Alexandre Jalbert. Donc, vous allez me trouver facilement. Puis je vais vous répondre rapidement aussi. Fantastique. Merci beaucoup, Alexandre. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt.
3 éléments que je retire de la discussion avec Alexandre cette semaine. Premièrement, si vous êtes une entreprise de service, ne négligez pas la possibilité de développer un produit à partir même d'une idée d'un client et d'amortir une partie de ce coût de développement-là avec ce client-là. Par contre, assurez-vous d'apporter de la valeur à ce client-là à moyen et long terme avec les futurs développements et les futures versions du logiciel. Ça fait une situation gagnant pour toutes les parties. Deuxièmement, soyez le plus précis possible sur votre persona au départ. Donc, n'essayez pas de faire plaisir à tout le monde. Cela va vous éviter beaucoup de perte de temps, de perte d'argent et de perte d'énergie. Troisièmement, le fameux inbound et le SEO, c'est extrêmement important. Débutez dès votre développement d'idées technologiques, débutez des efforts dans ce champ-là. Ça va être payant, assurément, devant vous. Donc, inbound, SEO, à ne pas négliger. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, aidez-nous en le partageant, s'il vous plaît, sur les médias sociaux et aidez-nous également en vous abonnant pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. À la semaine prochaine.